Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Tout a commencé 6 mois plus tôt, lorsque Laura a croisé Pete pour la première fois lors d'un événement de réseautage professionnel organisé par une agence de marketing locale. Laura, une chef de projet ambitieuse dans une entreprise immobilière, a immédiatement été attirée par le charme décontracté de Pete et son humour vif. Leur conversation a coulé naturellement, suscitant une connexion à laquelle ni l'un ni l'autre ne s'attendait. À la fin de la soirée, ils avaient échangé leurs numéros sous prétexte de partager des informations sur le secteur. Les premiers messages furent innocents, de brefs échanges sur le travail, leurs intérêts communs et des blagues sur l'ennui de la vie d'entreprise. Mais, au fil du temps, les messages sont devenus plus personnels. Pete a révélé qu'il se sentait piégé dans un mariage stagnant. Laura, de son côté, a confié qu'elle se sentait sous-estimée chez elle. Ces frustrations communes les ont rapprochés et, bientôt, la frontière entre une simple amitié et une intimité émotionnelle s'est estompée. La vie de Laura à la maison, bien que stable, manquait depuis longtemps d'excitation. Son mari, David, était gentil et fiable mais absorbé par la gestion de leur foyer et l'éducation de leurs 3 enfants. La passion qui avait autrefois enflammé leur relation s'était muée en une routine prévisible, laissant Laura aspirer à autre chose. Sa culpabilité à ressentir cela était éclipsée par l'exaltation de son lien grandissant avec Pete. Pete, un commercial à la personnalité magnétique, partageait souvent des histoires de sa jeunesse insouciante à parcourir le monde. Ces récits fascinaient Laura, nourrissant ses fantasmes d'une vie plus aventureuse loin de sa banlieue pavillonnaire. Pete suggéra un voyage à Bali, un endroit qu'il décrivait comme magique et transformateur. Bien qu'hésitante au départ, Laura se sentit incapable de résister à cette échappée qu'il dépeignait si vivement. Au fur et à mesure que leur projet prenait forme, Laura mit au point une histoire de couverture afin de ne pas éveiller les soupçons chez sa famille. Elle expliqua à son mari qu'elle suivait un atelier de formation dans un autre État et organisa le séjour de ses enfants chez ses beaux-parents. Les préparatifs méticuleux lui procurèrent une excitation inattendue, rendant le voyage encore plus palpitant et interdit. La veille de leur départ, Laura était assise seule dans son bureau à domicile, contemplant le brouillon d'une lettre qu'elle avait écrite à son mari. Cette lettre était censée atténuer le choc s'il découvrait un jour la vérité. Elle y exprimait son profond amour pour lui et pour leur famille, tout en évoquant son désir d'épanouissement personnel et d'indépendance. Après un moment d'hésitation, elle la scella dans une enveloppe et la glissa sous l'oreiller de son mari. Elle ignorait que ce simple geste déclencherait une suite d'événements que ni elle ni Pete ne pourraient contrôler. Le départ pour Bali. Laura et Pete étaient assis côte à côte dans le salon d'aéroport bondé, attendant d'embarquer pour leur vol à destination de Bali. Après des semaines d'une organisation minutieuse et une excitation grandissante, leur escapade tant attendue était enfin sur le point de commencer. Laura, épuisée par sa préparation tardive, ferma les yeux en serrant la main de Pete. La perspective de 2 semaines de détente et de plaisir semblait le refuge idéal. Leur tranquillité fut perturbée par la sonnerie du téléphone de Pete. En consultant l'écran, il rappela distraitement à Laura. « N'oublie pas de mettre ton téléphone en mode avion. » « Je ne l'ai pas pris, » répondit-elle en haussant les épaules. Le visage de Pete se durcit soudainement à la lecture d'un message sur son téléphone. « Peter Hauer, ne touche pas cette femme et tu le regretteras pour le reste de ta vie. » Alarmée, Laura remarqua son changement d'expression. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Au lieu de répondre, Pete lui tendit son téléphone. « Pete, tu es incroyable. » dit Laura, exaspérée. « Tu aurais dû prévenir ta femme. Elle est déjà au courant. » Pete admit avoir dit à sa femme qu'il assistait à une formation de 2 semaines et avait fait ses valises pendant qu'elle dormait. « Personne ne peut être au courant de nous, » la rassura-t-il. « Tu en es sûr ?» insista Laura, le doute perçant sa voix. « Oui, » affirma Pete, bien que son regard fuyant trahisse son malaise. Il proposa de contacter leurs conjoints respectifs pour s'assurer que tout allait bien. Pete téléphona à sa femme, mais elle ne répondit pas. Il laissa un message l'air détendu. Laura refusa pour sa part d'appeler son mari. Leur discussion fut interrompue par l'annonce de l'embarquement. La complicité qui les unissait plutôt laissa place à un silence tendu. Pete scrutait la foule à la recherche de visages familiers. Une fois à bord, Laura posa sa tête sur l'épaule de Pete et entremêla son bras avec le sien. « Pourquoi n'as-tu pas pris ton téléphone ?» demanda Pete. « Ça fait partie de mon plan », répondit Laura d'un ton énigmatique.
Tu comprendras bientôt. Après que l'avion eut atteint son altitude de croisière, Laura sortit son ordinateur portable, ouvrit un document et le tendit à Pete. J'y ai réfléchi, dit-elle. Cette lettre est pour mon mari. Il la trouvera ce soir et aura 2 semaines pour se décider. Selon sa réponse, ce voyage pourrait marquer un nouveau chapitre pour nous deux, ou bien je reviendrai à l'ancien. La lettre disait : Cher Marie, j'ai un profond amour pour toi depuis 25 ans. Notre vie commune, la famille que nous avons fondée et le lien qui nous unit signifient tout pour moi. Tu as été un compagnon merveilleux et je te suis vraiment reconnaissante pour tout ce que nous avons. Mais j'ai quelque chose à te confier. Depuis des années, je me consacre entièrement à notre famille, sans presque rien demander pour moi-même. Aujourd'hui, je ressens le besoin de te faire une proposition importante. Je pars pendant 2 semaines, pas pour le travail comme je te l'ai dit, mais pour réfléchir. J'ai laissé mon téléphone derrière moi parce que je veux que tu prennes le temps de considérer ce que je vais te dire sans distraction ni affrontement. Je tiens à notre mariage, mais je ressens aussi le besoin d'expérience que, je crois, nous pourrions gérer ensemble si tu me donnes ton soutien et ta compréhension. Je te demande la permission d'explorer des relations en dehors de notre couple. Mon amour pour toi reste inébranlable. Tu seras toujours ma priorité. Si tu acceptes, je te promets d'être discrète et respectueuse de notre relation. Si cela venait à se savoir publiquement, j'arrêterai immédiatement. Si tu refuses, je respecterai ta décision et nous continuerons comme avant. S'il te plaît, prends ces 2 semaines pour y réfléchir. Je te fais confiance pour prendre ta décision avec le même soin et le même amour que tu m'as toujours témoigné. Quoi que tu choisisses, je le respecterai. À toi pour toujours. Laura. Pete termina sa lecture et leva les yeux. Waouh! Laura sourit. C'est bien, non? J'ai repris quelques formules sur un site de fiction érotique. Pete haussa un sourcil. Tu appelles ça un investissement pour ton avenir. Pourquoi? C'est simple, expliqua Laura. Je demande la permission à mon mari de franchir un cap, s'il accepte, je n'aurai pas à culpabiliser. S'il refuse, je saurai à quoi m'en tenir. Et, soyons honnêtes, te remplacer ne serait pas facile non plus. Tu crois vraiment qu'il acceptera? Demanda Pete, sceptique. Absolument, répondit Laura. J'ai formulé ça comme son choix. S'il dit non, on continuera de se cacher. S'il dit oui, c'est tout bénéfice, il aura l'impression de garder le contrôle. Pete fronça les sourcils. Ce n'est pas rationnel pour lui. C'est une question d'émotion, cette lettre sous-entend qu'il ne suffit pas à ton bonheur. Aucun homme n'aime entendre ça. Il se battra ou il abandonnera. Tu ne le connais pas comme moi, rétorqua Laura, confiante. Il valorise l'honnêteté. C'est un risque calculé. Pete la fixa, troublé par son approche pragmatique et froide. Lui-même n'était pas opposé à quelques subterfuges dans son propre intérêt, mais il trouvait la méthode de Laura dérangeante. Piqué par la curiosité, il demanda. Alors, comment se termine l'histoire dont tu t'es inspiré? La femme obtient-elle ce qu'elle veut? Le visage de Laura s'assombrit. Non. Son mari l'a mise à la porte et elle a réalisé qu'elle avait fait une énorme erreur. Pour changer de sujet, Pete ajouta. En parlant de choses étranges, j'ai vu un truc bizarre au terminal. Un type n'arrêtait pas de me fixer. Quand je l'ai regardé, il a mimé un geste de « trancher la gorge ». Ça m'a fait flipper. Laura haussa les sourcils. À quoi ressemblait-il? Grand, plus d'1,80 m, cheveux bruns, barbiche, un gars ordinaire. Le visage de Laura changea, elle ouvrit son ordinateur et montra une photo d'elle aux côtés d'un homme devant une maison. Était-ce lui? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Pete plissa les yeux. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Elle l'observa, se demandant s'il mentait pour la rassurer ou s'il n'arrivait vraiment pas à se souvenir. Pour la première fois, un doute traversa l'esprit de Laura. Pete n'était-il pas lui aussi infidèle? Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Il portait quoi? Insista-t-elle. Laura, les hommes ne font pas attention à ces détails, répondit-il, agacé. Elle poursuivit. Tu as bien dit que c'est mon mari qui t'a déposé au terminal domestique? Oui, mais je l'ai laissé repartir avant de prendre la navette jusqu'au terminal international, expliqua Pete.
Il aurait dû se garer, trouver où j'étais parti et me retrouver lors de l'enregistrement. Peu probable. Malgré ses tentatives de rassurance, Laura ne parvenait pas à se calmer. Elle soupçonnait Pete d'esquiver ses questions. Pour détourner la conversation, il demanda. « C'est ta maison sur la photo ?» L'attention de Laura bifurqua un instant. « Oui, c'est la nôtre. On a acheté le terrain comme investissement. C'est un terrain en pente, étroit, sur la plage. Mon mari a mis plus de 15 ans à concevoir et à construire la maison pièce par pièce. Chaque pièce possède une fresque murale unique, inspirée de thèmes marins, et la salle de bain du bureau est décorée sur le thème des affaires. Il y a même un ruisseau qui passe sous la maison, intégré au design. Elle a remporté des prix d'architecture. » Pete hocha la tête poliment, mais il était absorbé par une sensation d'inquiétude qui ne le quittait pas. Quelqu'un, peut-être le mari de Laura, avait une longueur d'avance sur eux. La conversation dériva sur la famille, un sujet qu'ils évitaient habituellement. Pete mentionna ses 2 enfants, âgés de 6 et 8 ans, tandis que Laura parla des siens, Sarah, 23 ans, une toute nouvelle avocate en immobilier, et ses fils Daniel, 16 ans, et Larry, 13 ans. Toujours agitée, Laura décida de se concentrer en dressant mentalement une liste de priorités, protéger ses proches et ses biens si les choses se corsaient. Le silence qui s'installa fut lourd de conséquences. Laura se reprochait de ne pas avoir été plus prudente. Elle se remémora le déroulement des événements avant le départ. Jeudi soir, elle avait fait sa valise avec soin pour que tout semble cohérent avec son histoire de séminaire professionnel. Son mari s'était montré normal, même affectueux. Vendredi, routine habituelle, travail, déjeuner avec les enfants, passage chez les beaux-parents pour y déposer les garçons. Soirée tranquille en couple. Laura, trop excitée par le voyage, n'avait pas détecté de signaux d'alerte. Samedi matin, elle persuada son mari de l'aider à enregistrer ses bagages et de partir vite, une rupture inhabituelle avec leurs habitudes. Sur le moment, cela l'avait soulagée, mais à présent, elle trouvait ce comportement suspect. Laura tentait de se convaincre que David ignorait tout. Il ne connaissait pas ses collègues, et personne au travail ne savait la vérité à propos du voyage. Le texto troublant envoyé à Pete n'était probablement qu'une mauvaise farce. L'homme qu'il avait aperçu, juste un inconnu mal élevé. Pourtant, si David parvenait à assembler les pièces du puzzle, la lettre qu'elle avait laissée sous l'oreiller lui offrait une porte de sortie. Elle décrivait ce voyage comme un déplacement avec un collègue. Cependant, l'inquiétude grandissait. Laura décida de contacter sa fille Sarah pour qu'elle récupère discrètement la lettre laissée sous l'oreiller de David. Pendant le vol, Laura rédigea un message à Sarah, lui expliquant qu'elle avait oublié son téléphone à la maison et qu'elle avait besoin de joindre Pete via son numéro, se présentant comme si elle avait acheté un téléphone prépayé. Laura demanda également à Sarah de retrouver cette lettre, la décrivant comme très personnelle et destinée uniquement à son père. Elle faisait confiance à la loyauté et à la discrétion de sa fille. À l'atterrissage à Bali, Laura envoya un courriel à Sarah et utilisa le téléphone de Pete pour appeler son mari, sans succès. Plusieurs heures passèrent, et alors qu'il s'installait à l'hôtel, l'angoisse de Laura redoubla. Finalement, Sarah rappela sur le téléphone de Pete pour confirmer qu'elle avait suivi ses instructions, mais ajouta un détail inquiétant, son père avait emmené Daniel et Larry dans leur chalet familial isolé pour le week-end. Il lui avait téléphoné plus tôt, l'air préoccupé, disant avoir besoin de réfléchir. Sarah comptait les rejoindre le soir même. Laura, sous le choc, réalisa que David n'avait pas mentionné ce départ au chalet, un lieu dépourvu de moyens de communication modernes. Cette révélation la troublait profondément. Elle raccrocha sans oser poser plus de questions. Au chalet, la vérité éclate. Pendant ce temps, au chalet, David préparait un barbecue pour les enfants. Il le suppliait d'aller chasser le wallaby le lendemain pour faire un ragoût. Sarah, qui avait rejoint la famille, voyait bien que son père était préoccupé. Lors d'une discussion, elle l'interrogea. « C'est à cause de maman ? » « Oui, » répondit-il en soupirant. Elle était distante depuis des mois et maintenant, après ce qui s'est passé hier et ce matin, j'ai découvert certaines choses inquiétantes. Les enfants échangèrent des regards inquiets. Leur père poursuivit. « Votre mère m'a dit qu'elle partait 2 semaines pour une formation à l'étranger. Vous aussi, elle vous a raconté la même chose. » Les 3 acquiescèrent. David continua. « Hier, je suis venu la chercher au travail. En l'attendant,
je l'ai vu discuter avec un homme dans un bureau. Quelque chose dans leur attitude m'a semblé louche. Elle a mis plus de 5 minutes à ressortir. Entre-temps, j'ai vu sa photo sur le mur de l'entreprise, il s'appelle Peter Auer. J'ai même récupéré sa carte de visite à l'accueil. Il raconta ensuite. Ce matin, je n'arrivais pas à dormir et j'ai fouillé dans le sac de votre mère. J'y ai trouvé son passeport avec un visa indonésien tamponné il y a 3 semaines. Je me suis rappelé qu'elle lisait une brochure sur Bali le mois dernier. Bali se trouve en Indonésie, pas dans son état. Elle nous a donc menti sur sa destination. Mais accuser la personne que j'aime de tromperie sans preuve, c'est grave. Sarah acquiesça. On comprend, papa. Vous nous avez toujours appris à ne jamais tromper, ne jamais mentir et à respecter les autres. Le visage de David s'assombrit. Voilà pourquoi c'est si difficile. Ce matin, elle m'a demandé de la déposer au terminal domestique et de partir. C'était bizarre, normalement, j'attends toujours jusqu'à son embarquement. Alors je suis allé au terminal international à la place. J'ai vu Peter Auer enregistrer ses bagages. 15 minutes plus tard, votre mère est arrivée et a fait de même. J'étais trop choqué pour la confronter. Sarah, hésitante, demanda. Tu crois qu'elle? Oui, Sarah. Je pense qu'elle nous a menti et qu'elle est partie à Bali pour une aventure. David essaya de cacher sa peine, mais elle était manifeste. Un à un, les enfants l'entourèrent de leurs bras. Daniel et Larry étaient bouleversés, tandis que Sarah, prenant un peu de recul, regarda son père. Que comptes-tu faire, papa? Demanda-t-elle doucement. Je ne sais pas encore, avoua-t-il, dépité. Si elle m'a trahi, je ne pourrai pas pardonner. La fidélité est non négociable. Même s'ils n'ont pas encore couché ensemble, je ne crois pas pouvoir passer l'éponge. Pour l'instant, je leur ai envoyé un message d'avertissement pour gagner du temps. Sarah fronça les sourcils. Mais maman a laissé son téléphone à la maison. Elle n'aura pas vu ton message. Le visage de David se ferma. Quel numéro t'a-t-elle donné? Demanda-t-il, soudainement alerte. Sarah lut les 6 premiers chiffres, et son père compléta les 4 derniers. C'est le numéro de la carte de visite de Peter, dit-il en serrant les dents. L'atmosphère était pesante dans la pièce. Sarah ajouta. Il y a autre chose, maman m'a demandé de récupérer une lettre sous son oreiller pour te la remettre. Elle la lui donna. Après un instant d'hésitation, David l'ouvrit. Larry, le plus jeune, intervint. Papa, c'est un sujet qui concerne toute la famille. Tu dois nous le lire. Touché par la détermination de son fils, David accepta. Une phrase du 3e paragraphe frappa particulièrement. Je m'absente 2 semaines avec un ami du travail. Je n'ai jamais été infidèle et, sans ton consentement total, je ne le serai jamais. Cette preuve de son mensonge jeta le discrédit sur l'ensemble de la lettre. Pendant plus d'1 heure, ils discutèrent de la situation, analysant les motivations de Laura. Ils en vinrent à une conclusion troublante, selon un point crucial, Laura risquait d'avoir perdu sa place parmi eux. David tenta de nuancer. S'il y a trahison, c'est envers moi, en tant que mari. Ne la rejetez pas pour autant. Larry répondit avec fermeté. Non, papa. Dès l'instant où elle nous a menti à tous, elle s'est exclue de cette famille. David, voyant la conviction sur le visage de son plus jeune fils, réalisa que cette attitude était justifiée. Les mots de Larry résonnaient comme une vérité implacable. Début du séjour à Bali, méfiance et tension. À la réception de l'hôtel, Laura surprit Pete en demandant une chambre individuelle à un autre étage. Elle la réserva pour 2 nuits, prolongeables, en ayant la priorité si l'hôtel était complet. Face aux questions de Pete, elle lui demanda de s'installer d'abord dans sa propre chambre et de la rejoindre dans le hall 2 heures plus tard. Gêné mais obéissant, Pete s'exécuta. En se retrouvant, Pete ne put s'empêcher d'admirer la tenue élégante de Laura, oubliant momentanément la situation étrange. Leur intimité au cours des semaines précédentes s'était limitée à des baisers et des caresses, et Pete était impatient d'aller plus loin. « Que se passe-t-il, Laura » demanda-t-il. Laura fut directe. « Réfléchis, Pete. Nous avons planifié ce voyage, et pourtant, tu as reçu un message menaçant nominatif t'interdisant de me toucher. Puis tu as aperçu un homme ressemblant à mon mari faire un geste inquiétant. Maintenant, mon mari ne répond pas à mes appels,
ce qui ne lui ressemble pas. Pete commençait à comprendre, mais ne saisissait pas en quoi cela le concernait. Laura insista. Je crois qu'il y a 80% de chances que mon mari sache que nous sommes ici. S'il apprend qu'on a couché ensemble, mon mariage est fini, et je ne suis pas prête pour ça. S'il ne sait rien, je ne peux pas justifier un retour anticipé sans mentir et après 25 ans, il décèlerait vite un mensonge. Tant que je ne suis pas sûr de ce qu'il sait, on ne couche pas ensemble. Pete afficha une mine dépitée. Laura poursuivit. Si tu étais mon mari et que tu me soupçonnais de tromperie, tu engagerais un détective privé, non? Tout à fait, admit Pete, commençant à regarder autour de lui comme s'il cherchait des caméras. Tu comprends maintenant, conclut Laura. Éloigne-toi de ma chambre, ne me touche pas et préviens-moi immédiatement si mon mari appelle. Voilà la liste des numéros qu'il pourrait utiliser. Embrasse-moi juste sur la joue et séparons-nous. Pete obéit. Ils se retirèrent chacun dans leur chambre, craignant d'être surveillés. Ils n'avaient pas vérifié le numéro de l'expéditeur du message menaçant. S'ils l'avaient fait, ils auraient découvert que David soupçonnait déjà Laura depuis un moment. Pendant les 4 jours suivants, le voyage se déroula sous tension. Ils prenaient leur repas au restaurant de l'hôtel, gardaient leur distance physiquement et passaient leur journée ensemble dans l'éventualité d'un appel de David. Lundi, Laura acheta un téléphone jetable et fit répéter à Pete la procédure à suivre en cas d'appel suspect. Son inquiétude grandissait quand Sarah cessa de répondre à ses emails. Elle se dit que David avait peut-être prolongé son séjour au chalet. Mardi, Pete se montra de plus en plus impatient. Le mercredi, il céda à la frustration et, discrètement, loua une autre chambre pour y passer la nuit avec une escorte javanaise. Laura, de son côté, passait ses nuits à étudier la législation sur le divorce et envoya un courriel à son avocat familial pour sécuriser sa situation. Il confirmait ses soupçons, bien qu'il reconnût ne pas être expert en la matière. Le vendredi, convaincue que David était au courant, Laura prit des mesures pour protéger les finances familiales. Elle ordonna à son avocat de « verrouiller » certains actifs et de transférer la propriété du dernier terrain vacant dans une fiducie partagée avec Sarah. Elle créa aussi des fiducies pour ses fils, Daniel et Larry, avec la double signature requise, celle de l'enfant, valable à sa majorité, et celle d'un tuteur. Suivant la recommandation de son avocat, le tuteur nommé fut ce dernier, et non Laura. Avec ces dispositions, Laura se sentit légèrement soulagée. Si ses soupçons s'avéraient infondés, elle pourrait annuler ces changements. Elle dormit enfin d'un sommeil plus calme vendredi soir. Effondrement, 2 coups durs en une journée. Samedi, 2 nouvelles fracassantes bouleversèrent Laura coup sur coup. Premièrement, Pete enfreignit sa règle en venant la voir dans sa chambre pour lui avouer que sa femme, qui ne répondait plus, avait finalement découvert qu'il avait posé des congés annuels au lieu de partir en voyage d'affaires. Elle l'avait ainsi confronté, et c'était vraisemblablement comme ça que Dave avait tout appris. Pete décida de rentrer sans délai pour gérer la crise. Ébranlée, Laura contacta aussitôt son avocat pour finaliser les transferts financiers, puis raccompagna Pete à l'aéroport. Elle s'installa dans sa chambre à lui, désormais libre. Le deuxième choc survint lorsqu'elle vit, sur le compte Facebook de Larry, l'annonce du divorce de ses parents. Effarée, Laura s'exclama. « Qu'est-ce que Dave est en train de faire ?» L'idée d'un divorce la révoltait, selon elle, on ne divorce pas sans discussion ni explication. David l'avait toujours soutenue dans sa carrière, lui permettant de devenir le principal soutien financier tandis qu'il gérait la maison. Et maintenant, il retournait tout le monde contre elle. Laura pria pour qu'un signe l'incite à stopper ses démarches avant qu'il ne soit trop tard. Mais, en reprenant lentement ses esprits, elle comprit que quelqu'un, probablement la femme de Pete, avait informé David. Si, en plus, Sarah avait désobéi en montrant la fameuse lettre à David, la situation serait encore pire. Elle relut cette lettre et en perçut soudain les failles, elle y mêlait vérité et mensonge, promesses qui sonnaient désormais creux. Si David l'avait lu, il remettrait en question la totalité de leur relation, y compris sa sincérité sur sa fidélité et son prétendu bonheur conjugal. Laura redoutait surtout la blessure d'ego que David subissait, même si elle n'était pas passée à l'acte, l'intention et le contexte suffisaient à le détruire. Paradoxalement, elle incarnait le stéréotype de la femme comblée qui fait voler son mariage en éclats pour une « envie de changement ». Elle était sur le point de tout perdre, sa famille, son foyer, et elle n'avait même pas assouvi sa curiosité. Dans l'espoir de sauver ce qui pouvait l'être, Laura planifia un retour anticipé.
Elle écrivit à David une lettre vague, transmise via Sarah, pour retarder toute décision irréversible. Elle prit aussi rendez-vous chez un conseiller conjugal. Sur le front de la famille, la riposte s'organise. De retour chez elle, Sarah surprit une conversation entre David et leur voisin John Smith, un avocat. John interrogea David. « Alors, à part informer la femme de Pete, qu'as-tu fait ?»« Rien pour l'instant, » répondit David. « J'attends de voir ce que Laura dira avant de me décider pour le divorce. » Sarah intervint. « Papa, arrête d'être naïf. Maman m'a fait signer un acte pour une fiducie qui te retire le contrôle des biens familiaux. Elle a vidé la plupart des comptes. Elle agit déjà contre toi. » David écouta, le visage incrédule et blessé. Sarah lui montra la lettre que Laura venait d'envoyer, destinée à David. Il la lut avant de la transmettre à John. « Chère Sarah, merci d'imprimer le document ci-joint et de le remettre à ton père. J'ai confiance en ta discrétion pour ne pas le lire. C'est personnel, entre lui et moi. Cher David, je suppose que tu sais désormais que j'ai menti au sujet de mon voyage et de sa destination. À mon retour, j'espère que nous pourrons discuter et que tu écouteras mes excuses pour l'erreur que j'ai commise, avec la patience dont tu as toujours fait preuve. Souviens-toi de 2 choses avant de faire quoi que ce soit d'irréparable. Je t'aime, toi et seulement toi, depuis toujours et pour toujours. Depuis que nous sommes ensemble, je t'ai toujours été fidèle. Je sais que mon comportement actuel t'en fait douter, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour te prouver ma loyauté. Fais-moi passer un test au détecteur de mensonges et je répondrai à toutes tes questions. Une fois que tout sera résolu, je m'excuserai du manque de respect dont tu te sens victime. N'agis pas de façon irréfléchie. Un divorce nous détruirait tous les deux. Tu perdrais la maison que tu aimes et la moitié de nos fonds de retraite anticipés. Pense aux enfants, un divorce séparerait notre famille et des batailles pour la garde nous feraient tous souffrir. Accorde-moi une chance de m'expliquer quand je rentrerai. Ta femme qui t'aime. Laura. Après lecture, John commenta. Si on ne savait pas ce qu'elle trafique, on trouverait cette lettre convaincante. David fronça les sourcils. Que veux-tu dire ? John expliqua. Dans mon métier, je vois souvent ce genre de situation. Voilà le scénario type, elle veut partir, elle a trouvé un remplaçant et l'emmène en test durant ce voyage. S'il convient, elle enclenche un divorce à sa main, en verrouillant tes possibilités de défense. Cette lettre, vue par Sarah, fait de toi le faible auprès des enfants. Le but, c'est de te laisser sans ressources et isolé. David refusa d'y croire, mais John le mit au défi. Appelle 3 avocats spécialisés en divorce. Si l'un d'eux refuse de te représenter, c'est qu'elle l'a déjà engagé pour te bloquer. David s'exécuta et, en effet, le premier cabinet contacté refusa son dossier. En réalité, ils étaient simplement débordés, mais David y vit la confirmation des dires de John. Revenu auprès de Sarah et de John, David déclara. « D'accord, je te crois. Que dois-je faire ?» John répondit. « Première étape, bloque tous les comptes qu'elle ne contrôle pas encore et annule les cartes de crédit communes. » David, hésitant. « Je veux encore croire à son amour. » Sarah, qui s'efforçait de rester calme, l'interpella. « Papa, tu mens aux gens que tu aimes, toi. » « Non. Quels sont les 3 piliers d'un couple, d'après toi ? » ?»« L'amour, la confiance et le respect. » »« Combien temps reste-t-il avec elle ? » ?»« Un seul. »« Et combien elle t'en montre, elle ? » ?»« 0. » Sarah conclut. « Voilà. Maman ne mérite plus notre confiance. » Retour avorté de Laura, tension au maximum. Lorsque Laura voulut changer la date de son vol et régler les frais, ses cartes de crédit furent bloquées. Affolée, elle tenta de retirer de l'argent au distributeur, carte refusée à nouveau. Heureusement, ses nuits d'hôtel et ses repas étaient prépayés, et elle possédait encore quelques chèques de voyage. Demander de l'argent à ses parents aurait suscité des questions qu'elle souhaitait éviter. Dans un courriel à son avocat, elle apprit que David avait fait geler leur compte commun. Il ne lui restait plus qu'à patienter, avec un budget minimal. Toujours persuadée d'avoir un avantage financier sur lui, Laura se sentait humiliée. Son plan soi-disant infaillible s'était effondré. 2 emails accentuèrent son désarroi. Un message incendiaire de Riley, la femme de Pete,
l'accusant de détruire un mariage et de mettre en péril l'avenir de ses enfants. Un email de sa fille Danielle, qui joignait l'une des lettres de Laura destinée à Pete, avec ce simple commentaire: « Pourquoi nous as-tu menti, maman ?» Laura comprit que ses enfants avaient été mis dans la boucle. Pire, Sarah, autrefois son alliée, ne répondait plus à ses messages. Laura tenta d'expliquer à Danielle qu'il y avait eu un malentendu et qu'elle s'expliquerait à son retour. La réponse de Danielle tomba presque immédiatement. « Étrange que tu préfères passer nos vacances avec un autre homme plutôt qu'avec papa et nous. » Laura, angoissée, évita la plage pour ne pas revenir bronzée et confirmer les soupçons. Elle écrivit une longue lettre à Sarah pour justifier son erreur de jugement, évoquant son sentiment d'être sous-évaluée à la maison. Elle réitéra n'avoir jamais été physiquement infidèle. Mais elle ne formula pas de vraies excuses, persuadée que son statut de « gagnante de pain » la préserverait. En parallèle, David, avec l'accord de ses enfants, se préparait pour le retour de Laura. À moins d'informations contraires, elle arrive vendredi, dit-il. Que fait-on ? Sarah répondit immédiatement. Sa dernière lettre montre qu'elle nous voit comme un obstacle à ses envies. Si elle ne change pas d'attitude, je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Danielle hocha la tête. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle peut encore apprendre. David. Si elle reconnaît ses torts et s'excuse sincèrement, je pense que nous pourrons lui laisser une chance. Dans le cas contraire, on avisera. La discussion se conclut sur ce plan d'attaque. Laura reçut alors une lettre de Sarah, transmise à son hôtel, adressée à Laura, pour David et les enfants. Son contenu la glaça, on y détaillait son heure d'arrivée tardive vendredi soir et les conditions de son retour. Elle devrait directement se rendre à un test polygraphique avec des questions posées par toute la famille. Ensuite, elle serait censée loger 2 nuits dans un motel pour réfléchir, avec la possibilité de demander une réunion de famille le samedi après-midi. Laura, vexée d'être traitée ainsi, choisit de jouer le jeu. Elle était persuadée qu'elle pourrait, grâce au test, prouver qu'elle n'avait pas eu de rapport intime avec Pete. Elle espérait ainsi regagner la confiance de David et retrouver une vie normale. Cependant, elle redoutait des questions sur ses intentions ou ses comportements envers d'autres hommes dans le passé. Elle décida de rester sereine. En arrivant, tard dans la nuit, Laura évita de prévenir sa famille et prit un taxi directement pour le rendez-vous. Loin de l'assurance qu'elle imaginait, elle se sentit lourde d'angoisse. Au centre de test, le technicien expliqua le déroulement, posa quelques questions simples pour calibrer l'appareil, puis lui demanda la première question réelle. « Il y a 2 semaines, êtes-vous parti à Bali avec l'intention d'avoir des relations extra-conjugales avec Peter Hauer ?» « Oui », répondit Laura, d'une voix stable. Le technicien vérifia les courbes, prit quelques notes et interrompit le test. « C'est fini ?» demanda Laura, médusée. « Oui. Je pense que c'était la seule question soumise par votre mari. Il ne s'intéresse pas à savoir si vous êtes passé à l'acte ou non, l'intention lui suffit. Je vous conseille de prendre un avocat. Bonne chance, Madame Brown. » Sous le choc, Laura comprit à quel point son plan de défendre, l'absence de passage à l'acte, ne servait à rien. Furieuse, elle décida de rentrer directement chez elle pour s'expliquer avec David. Au moment où elle arriva, David, Danielle et Larry l'observaient depuis une voiture garée en face. Sans lui laisser l'occasion de les confronter devant les enfants, David démarra et s'en alla. Les téléphones restèrent éteints tout le week-end, anéantissant l'idée d'une discussion. Laura ne les contacta que le lundi soir, anéantissant tout espoir qu'elle ait passé le week-end à réfléchir. Ce soir-là, David reçut un message via Sarah. La lettre de Laura l'accusait de l'impliquer dans des « manigances » devant les enfants et l'informait qu'elle saisissait le tribunal des affaires familiales pour décider de la garde provisoire de Danielle et Larry. Elle annonçait aussi avoir programmé une séance de psychologie familiale et une réunion mercredi soir pour discuter de l'avenir. La bataille s'engage, conseil conjugal et réunion de famille. Laura passa le week-end à élaborer une « stratégie » pour se réhabiliter. Sauver son mariage via une conseillère, femme, censée lui être favorable. Convaincre les enfants en séance familiale. Préserver ses intérêts légaux si le divorce s'avérait inévitable. Le mardi, déjà installée chez la conseillère, Laura vit David arriver. La thérapeute lui sourit chaleureusement et leur demanda de s'asseoir face à elle, sur des chaises espacées. Après les présentations, Laura s'exprima la première en tenant à être appelée par son prénom,
tandis que David préféra « Monsieur Brown ». Laura exposa sa version. J'ai été une épouse et une mère fidèle jusqu'à ce que je commette une grave erreur, j'ai menti à ma famille et suis partie avec un autre homme. Mais il n'y a pas eu de rapport sexuel, comme mon comportement le prouve. Je regrette et je veux sauver mon mariage. La conseillère demanda alors à David son ressenti. Il répondit. Le principal reproche de nos enfants, c'est le mensonge. Elle est partie 2 semaines en nous cachant sa vraie destination et a évité tout contact en laissant son téléphone. Non, je n'ai pas engagé de détective. Je refusais de croire à une aventure jusqu'à ce que notre plus jeune fille pirate les emails de sa mère et découvre tout. J'ai bloqué les cartes de crédit seulement après avoir constaté qu'elle tentait de me dépouiller de mes ressources. David s'adressa directement à la conseillère. Je cherche à comprendre pourquoi ma femme a jugé acceptable de me mentir et de projeter de coucher avec un autre homme. La conseillère lâcha alors un discret. Oh, nous avons affaire à un dinosaure. David se figea, comprenant que Laura avait choisi une professionnelle qui le considérerait comme archaïque. Plutôt que de s'emporter, il quitta la séance. Au lieu de le rattraper, Laura déversa sa colère contre la conseillère, qui s'excusa et l'incita à prendre un autre rendez-vous. Par la suite, elle la contacta pour proposer une session individuelle à David, mais il refusa. Le lendemain, mercredi, eut lieu la réunion de famille. Laura proposa un dîner, que Sarah déclina sèchement. « Maman, tu ne sais pas cuisiner, et je ne veux pas faire semblant de te féliciter. » Ils convinrent de se retrouver à 19h30. Lorsque David et les enfants arrivèrent, Laura tenta de les prendre dans ses bras, mais se heurta à leur froideur. Ils s'assirent sur un même canapé, la laissant seule sur un autre fauteuil. Laura entama un discours préparé, mélangeant justification, regret modéré et absence de réelle contrition. Elle se dit incomprise en tant que femme et pilier financier, déplorant que son mari la délaisse dans la routine et qu'elle ait cherché l'admiration qu'ont les femmes célibataires. Le silence froid en face d'elle en dit long. Finalement, Sarah rompit la tension. « Purée, maman, tu nous déçois encore. »« Hein ? Pourquoi ?» demanda Laura, prise de court. « Je te donne 85% au test des clichés. Ajoute, personne ne se blesse s'il ne le découvre pas, et tu aurais 100%. » Laura rougit, ne sachant si c'était de honte ou de colère. Elle comprit que ses enfants ne la plaindraient pas et que David conservait leur confiance. S'adressant à lui d'un ton sec, elle l'entraîna dans la cuisine. « David, c'est vraiment nécessaire d'aller jusque-là ? Je peux te briser jusqu'à ce que tu implores mon pardon. » David poussa un soupir, déçu par son agressivité. « Non, ça ne l'est pas. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça va empirer. Si tu renonces à cette conseillère et qu'on discute vraiment, ça peut-être s'arranger. » Laura l'interrompit. « On se verra au tribunal. » Escalade judiciaire. Le jeudi, David emménagea dans un 3 pièces. Il savait que la situation ne se résoudrait pas d'elle-même. La date de l'audience pour la garde de Daniel et Larry fut fixée au mardi suivant, devant un juge réputé pour juger en défaveur des pères. David refusa de prendre un avocat et décida de se défendre seul. John lui donna des conseils. Le mardi, en salle d'audience, l'avocat de Laura constata, surpris, que David était sans avocat. Il se sentit rassuré, pensant Laura bien préparée. Faute de temps, le juge ne fit qu'entendre les requêtes préliminaires et renvoya au lendemain l'examen sur le fond. Le mercredi, la presse locale ayant eu vent de l'affaire, la salle était pleine. L'avocat de Laura avança des arguments sur la propriété et les revenus, puis David prit la parole pour interroger Laura. Les journalistes notèrent le malaise de Laura sous les questions de David, qui resta calme. « Laura, c'est moi qui ai construit la maison familiale, à la main, tu confirmes ? » « Oui. J'ai également assuré le rôle principal auprès de nos enfants, surtout quand tu reprenais le travail 2 mois après chaque naissance, c'est exact. » « Oui. » David enchaîna, le ton plus sérieux. « Et tu m'as menti à moi et aux enfants pour partir à Bali avec un autre homme, dans l'intention d'avoir des relations sexuelles, n'est-ce pas ? » Objection de l'avocat de Laura. « Votre honneur, la question d'infidélité n'est pas pertinente pour la garde. » David rétorqua. « Votre honneur, je ne parle pas d'infidélité mais du caractère moral de ma femme, essentiel pour savoir si elle est apte à éduquer nos enfants. » Le juge, après une courte réflexion. Objection rejetée. « Laura,
déstabilisé, bafouilla. Je suis juste parti en vacances, oui, avec un collègue. David brandit alors une feuille. Avant de partir, as-tu laissé cette lettre à mon attention? Il la lut à voix haute, chaque mot résonnant dans la salle silencieuse. Les journalistes prenaient des notes fébrilement. Laura restait muette, son visage fermé. David clôtura. À ton retour, as-tu présenté des excuses à moi ou aux enfants pour tes mensonges et l'intention immorale dont tu as fait preuve? Nouvelle absence de réponse. L'ambiance dans la salle était électrique. David se tourna vers le juge. Monsieur le juge, le choix est évident. J'ai toujours été le principal référent pour mes enfants. Ma femme n'a pas hésité à nous mentir et à nous trahir. Je demande la garde complète et qu'elle cesse de les influencer négativement. David regagna sa place sans un regard pour Laura, qui le fusillait du regard. Après une brève délibération, la juge statua en faveur de Laura, lui accordant la garde temporaire et justifiant sa décision en se fondant sur des études, privilégiant la mère. Laura afficha un sourire victorieux, mais David, imperturbable, s'y attendait. En se levant, il s'adressa clairement au juge. Votre honneur, je fais référence à plusieurs de vos décisions passées où vous aviez accordé la garde au parent principal. Je vous demande simplement, un homme pourvu d'un organe masculin peut-il gagner un procès dans votre tribunal? La juge, choquée, clora précipitamment l'audience. David distribua des copies de la lettre de Laura aux journalistes avant de quitter la salle. Laura, malgré la satisfaction que lui procurait sa victoire, ressentit un profond malaise, les propos de David sur son manque de regret l'avaient touché. David, suivant les conseils de Sarah, poursuivit son action. Il saisit un tribunal fédéral pour partialité. Le week-end suivant, il emménagea avec les enfants dans une maison en location et y passa son temps à organiser la nouvelle vie familiale. Le mardi suivant, un second round judiciaire eut lieu. Cette fois, David souligna calmement son rôle de parent principal et l'importance de la stabilité pour les enfants. Les reporters virent Laura déstabilisée sous ces questions. Il lut à nouveau la fameuse lettre, et son mutisme confirma l'impact de cette preuve. Finalement, l'opinion publique se retourna contre Laura et contre la juge. Conséquences et rupture définitive. Pendant ce temps, Laura peinait à gérer ses fils, qui ne voulaient plus la voir. Elle leur donnait de l'argent de poche pour la cantine, faute de savoir cuisiner. Lors d'une séance de thérapie en solo, Laura exposa ses conditions pour reprendre David et avoua avoir déjà eu 2 relations inappropriées, sans rapport sexuel, par le passé. Elle ne comprenait pas pourquoi David réagissait avec tant de colère. Selon elle, l'intention n'est pas aussi grave que l'acte. La conseillère la prévint que sa mentalité rendait la réconciliation quasi impossible. David participa ensuite à une courte séance chez la conseillère. Il exigea soit un renvoi vers un professionnel impartial, soit la reconnaissance que leur mariage était irrécupérable. Voulant éviter de s'attirer d'autres ennuis, la conseillère opta pour la seconde option. Elle certifia que la relation était brisée et clôtura le dossier. À son retour, David trouva Daniel et Larry au calme. Soudain, un officier de police se présenta, mandaté pour faire respecter la garde provisoire. Mais les enfants refusèrent de le suivre. Devant leur détermination, il s'en alla. Le lendemain, Laura se présenta chez David et réclama. « Dis-leur de venir avec moi. Donne-moi la maison et je serai généreuse sur le droit de visite et le partage des biens. » David. Laura, je ne les forcerai pas. Je ne te reconnais plus. Laura. David, je ne suis pas un monstre. Tu sais qui je suis. Non, je ne sais plus. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais agi ainsi, ni cherché à me forcer à accepter l'inacceptable. En plus, j'ai appris pour tes 2 autres aventures. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et maintenant, quel est ton plan? Laura, honteuse et furieuse, se sentit trahie que la conseillère ait divulgué ces informations. Elle n'avait pas le droit de te dire ça, explosa-t-elle. David resta silencieux, la laissant s'en aller. Plus tard, il effaça l'enregistrement de la séance que Daniel avait dissimulé dans le sac de Laura, convaincu que la justice finirait par la rattraper, ainsi que la conseillère. Il eut raison, 3 jours plus tard, la conseillère fut démise de ses fonctions. Le samedi suivant, des représentants des services sociaux revinrent pour faire respecter la décision de justice, mais les enfants persistèrent à refuser de partir.
Incapables de les contraindre physiquement, ils repartirent bredouille. Laura passa la semaine suivante à tenter de parler à ses fils, mais ils ignoraient ses appels et effaçaient ses messages. Quant à David, il coupait court à leur discussion dès qu'il voyait qu'elle évitait de s'excuser vraiment. Déterminée, Laura partit en voyage d'affaires, espérant en profiter pour calmer le jeu. Mais, à son retour, elle découvrit que la maison familiale qu'elle adorait était démontée. Devant elle, le terrain, devenu une zone sinistrée, avait été racheté pour une bouchée de pain. Un camion grue et des semi-remorques transportaient la demeure reconstruite dans un autre endroit. Constatant que David en était l'acheteur, elle quitta les lieux, atterrée. De retour dans son petit appartement, Laura posa le regard sur le maigre chèque qu'elle avait encaissé après la vente de la parcelle, constat amer de la chute de son niveau de vie. Dans son journal intime, elle écrivit en grosses lettres rouges. La prochaine fois que tu as une démangeaison, va à la pharmacie. La prochaine fois que tu fais une bêtise, présente des excuses. Tu es 2 fois plus maligne que tu ne le crois, et c'est peut-être ton pire défaut. Tentative de réconciliation. 8 semaines plus tard, Laura décida de tenter un geste de paix. Elle acheta une bouteille de champagne et se rendit sur son ancien terrain pour féliciter les nouveaux propriétaires et faire preuve d'humilité. Arrivée sur place, elle constata combien la maison avait retrouvé toute sa splendeur, érigée de nouveau comme un symbole de la résilience et du savoir-faire de David. Lorsqu'elle frappa à la porte, Sarah ouvrit, le visage fermé, mais pas hostile. Laura y vit une lueur d'espoir. « Salut, maman », dit Sarah d'un ton neutre, en s'effaçant pour la laisser entrer. Aussitôt, Laura aperçut la table dressée pour un repas familial. David et les garçons, occupés à disposer les plats, riaient ensemble. Cette vision d'harmonie la poignarda en lui rappelant ce qu'elle avait perdu. Elle tendit la bouteille à Sarah, qui leva un sourcil, intriguée mais sans plus. David releva la tête et échangea un regard calme avec Laura, dépourvu d'animosité, mais aussi de la tendresse qu'elle avait autrefois tenue pour acquise. « Laura » dit-il simplement en guise de salut. Hésitante, elle commença. « Je suis venu vous féliciter pour la maison. Elle est magnifique, vraiment. Tu as fait un travail extraordinaire. » « Merci » répondit David, en retournant à la table. Le ton neutre de David glaça Laura, mais elle poursuivit. « Je voulais aussi m'excuser. » Le silence se fit soudain dans la pièce. Tous la dévisageaient. Laura sentit sa gorge se nouer. « J'ai fait de nombreuses erreurs, je vous ai blessé. Je le regrette profondément. J'espère que vous pourrez me pardonner un jour. » Larry, le premier, l'interpella. « Pourquoi tu as fait ça, maman ? On ne comptait pas pour toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Laura. « Vous comptiez plus que tout au monde. J'ai juste perdu de vue l'essentiel. J'ai cru avoir besoin de quelque chose de plus, de différent, et je me suis trompé. Vous ne méritiez pas ça. » Sarah, les bras croisés, intervint. « Et maintenant ? Tu dis « désolé », mais ce n'est pas ça qui répare tout. » Laura acquiesça. « Tu as raison. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant. Je veux juste avoir la possibilité de vous prouver, par mes actes, que j'essaie de changer. J'ai commencé une thérapie, et je participe à un groupe de soutien pour des gens qui ont commis des erreurs similaires. Cela m'aide à comprendre ce qui m'a poussé à agir ainsi. » Le ton de Laura, sincère, semblait enfin percer leur carapace. Néanmoins, le silence resta pesant. Daniel finit par dire. « C'est bien, mais tu sais, les actes valent plus que les mots. »« Je sais, » admit Laura, la voix tremblante. « Je suis prête à vous montrer, pas juste à vous dire. » Finalement, David se dirigea vers la porte. « Merci d'être venue, Laura. Prends soin de toi. » Comprenant qu'elle devait partir, Laura sortit lentement. Avant de monter dans sa voiture, elle jeta un dernier coup d'œil à la maison, resplendissante et pleine de cette chaleur familiale qu'elle avait mise en péril. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était maintenir le cap et assumer les conséquences de ses actes. Épilogue, reconstruction. Au fil des mois, Laura se concentra sur sa carrière, le bénévolat et la transformation personnelle à laquelle elle s'était engagée. Les contacts avec David et les enfants restèrent rares, mais civils, et peu à peu, une certaine cordialité apparut. À l'initiative de Sarah, Laura leur écrivit des lettres, y joignant des souvenirs et des réflexions, sans exiger de réponse. Un jour,
Larry lui envoya un bref mot. Merci pour ta lettre, maman. Je ne suis pas prêt à parler, mais je suis content que tu fasses des efforts. Une simple phrase qui redonna de la force à Laura. Elle savait que le chemin vers la rédemption serait long, mais elle était prête à l'emprunter, pas à pas, pour regagner, à défaut de tout, au moins la dignité et l'estime de sa famille. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.